Bonjour à tous et bienvenue à ce 6e webinaire NatureAdapt pour le témoignage du Parc national des Cévennes, donc qui va être un site test pour la phase test du projet NatureAdapt. Ce webinaire fait partie d'un cycle de webinaires du projet LIFE. Ils ont lieu tous les premiers jeudis du mois à 11 h habituellement, à ce même lien Zoom. Et juste quelques rappels sur le projet. C'est un projet qui vise à intégrer les enjeux du changement climatique dans la gestion des espaces naturels et à développer une communauté d'experts et de praticiens autour de ce thème. Donc, vous pouvez retrouver toutes les informations du projet, donc son avancée, ses réalisations sur la plateforme. Je pense qu'on va mettre le lien dans le chat et vous pouvez retrouver aussi tous les enregistrements des webinaires ainsi que les diaporamas dans le groupe webinaire qui est sur cette même plateforme. Et aujourd'hui, on vous propose un webinaire pour lequel on accueille Baptiste Algoé du Parc national des Cévennes, qui va nous raconter comment ils ont abordé leur réflexion autour de l'adaptation au changement climatique et leur intégration en tant que site test dans le projet NatureAdapt. Et puis ensuite, je vous présenterai très rapidement la phase test et on aura un assez long moment pour pouvoir échanger sur le sujet pour que vous puissiez poser toutes vos questions à Baptiste. Je vais maintenant te laisser la parole, Baptiste, et partager ton écran pour ta présentation. Ok, alors bonjour à tous. Alors je lance le partage d'écran. Normalement, ça marchait pendant les tests. Ouais. Il n'y a pas d'effet mise en abîme là, c'est bon? C'est bon. Ok. Alors je passe là-dessus. Bon, écoutez, merci de m'avoir proposé de faire cette présentation. Alors, pour me présenter en 2 mots, on n'a pas mis mon intitulé complet sur la diapositive de titre. Je suis chargé de projet, en fait, Observatoire de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique et forêt. Bon, une fois qu'on l'a dit, on reprend sa respiration. Mais si je vous dis ça, c'est surtout pour vous dire aussi que j'ai pris en charge, en fait, relativement récemment le volet changement climatique en fin d'année dernière, en fait, quand on a commencé à réfléchir, à répondre à l'appel à manifestation d'intérêt de NatureAdapt. Donc, pour vous dire aussi que je n'ai pas forcément la vision d'ensemble que pourrait avoir quelqu'un de la direction, ni les compétences techniques sur tous les sujets. Donc voilà, désolé d'avance si je ne serai pas en mesure de répondre à toutes vos questions, mais je me réserve le droit de vous réorienter vers l'un ou l'autre de mes collègues si besoin. Donc, j'ai prévu un préambule très rapide pour ceux qui ne savent pas du tout où sont les Cévennes. Et puis, en l'accent aussi, voilà, sans entrer dans le détail, sur le fait que nous sommes un territoire qui est quand même aux premières loges du changement climatique pour plusieurs raisons. On est déjà à l'interface, un peu à un carrefour d'influence climatique, hein. On a une influence méditerranéenne par le sud, océanique par l'ouest, et continentale, voire montagnarde par le nord. On a aussi un territoire qui présente des reliefs marqués. On a le mont Lozère au nord qui culmine à 1700 mètres, les Gouales au sud à 1570, les plateaux du Causse se situent aux alentours de 1000 mètres, Florac au centre est à 500, et si on va vers Alès ou Anduze, on est plutôt à 200-300 mètres d'altitude. Donc des reliefs très marqués. Et puis, du point de vue hydrologique aussi, on est sur la ligne de partage des eaux, hein, entre le versant atlantique et le versant méditerranéen. Donc, au-delà de cette petite particularité, c'est surtout en fait pour dire qu'on est en tête de bassin versant, donc particulièrement exposé au changement climatique pour tout ce qui concerne la ressource en eau. Voilà, je n'irai pas plus loin. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à venir visiter les Cévennes. Voilà, alors des actions pour l'adaptation au changement climatique, le parc en met déjà pas mal en œuvre, hein. Alors, je ne vais pas vous faire une liste à la Prévert de tout ce qu'on fait de fantastique pour l'adaptation au changement climatique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, on intervient dans nos différents domaines de compétences. Et voilà, et alors c'est vrai que si le changement climatique, alors tant d'un point de vue atténuation qu'adaptation, est pris en compte et qu'on l'a un peu tout le temps à l'esprit quand on utilise les actions, c'est généralement pas la porte d'entrée qui est utilisée. On va plutôt utiliser celle de la biodiversité, de la conservation des habitats, des espèces ou des paysages. Hum.
Donc, on fait des choses, mais c'est vrai qu'on n'avait pas encore jusqu'ici de vision d'ensemble centrée sur le changement climatique. D'ailleurs, je me suis amusé à faire un petit historique, hein. Cette prise en compte du changement climatique, elle est quand même récente. La charte du parc a été validée en 2013, donc si on fait un petit contrôle F sur les termes changement ou réchauffement climatique, alors j'ai essayé de me penser au singulier, au pluriel, je trouve pas plus qu'une trentaine d'occurrences. Donc c'est pas rien. C'est beaucoup, c'est peu, hein, selon les points de vue, mais sur un document qui fait quand même pas loin de 200 pages, on peut considérer que c'est assez limité. Alors, on a une double page sur les impacts probables du changement climatique. On a une mesure un peu dédiée quand même dans la partie forêt. On retrouve plusieurs fois les termes aussi dans la partie eau, et après, ça reste très ponctuellement sur les pages pastoralisme, agriculture, énergie, où c'est développé. Mais voilà, enfin, alors pour la fin des années 2000, hein, fin des années 2000, début 2010, c'est limité. Bon, il est fort à parier que si on refaisait la charte aujourd'hui, ces termes-là, on les retrouverait beaucoup plus fréquemment. Euh, donc après, voilà, en cherchant un peu sur le serveur, sur ce qu'on avait comme document sur le changement climatique, on ne retrouve pas grand-chose avant 2015. En 2015, on a une première petite note de synthèse interne, hein, un truc de 8 pages qui résume un peu les enjeux et quelques actions menées par le parc sur le changement climatique. Alors ça mêle à la fois l'atténuation et l'adaptation. Et comme je le disais, la porte d'entrée de ces actions n'était pas celle du changement climatique, hein. Oui. Par exemple, on avait cette note présente en détail l'action du parc sur le projet de réserve internationale de ciel étoilé. Donc ça concerne un peu l'énergie, un peu l'atténuation du changement climatique, mais c'était clairement pas le focus initial. Et puis, donc après, plus grand-chose. En 2019, par contre, le parc commence à se repencher sur la question et le conseil scientifique organise un séminaire donc, pour débattre et réfléchir à la question. Il produit, suite à ça, un avis qui comprend des recommandations, des axes de travail, hein, que vous avez résumés ici selon quelques mots-clés. Cet avis qui a été présenté en conseil d'administration. Euh, voilà, donc un peu des axes de travail qui ont été définis, mais sans forcément aller plus loin ensuite. Et puis, c'est en 2020, en fait, que vraiment le thème du changement climatique est devenu prégnant. En fait, en 2020, le parc a fêté ses 50 ans. Et de façon assez naturelle, en fait, la thématique un peu fil rouge de ces 50 ans, ça a été d'imaginer le parc dans 50 ans, donc en 2070. Donc c'est vrai que même si on n'a pas le fil rouge, c'était pas le parc et le changement climatique, forcément, quand on se projette à 50 ans, le changement climatique est un peu omniprésent dans la discussion. Un forum de 2 jours au mois d'août, des jeunes des réserves de biosphère, où il y a eu des ateliers un peu, où les jeunes se sont amusés à se projeter sur le territoire dans 50 ans. Et puis ensuite, il y a eu un week-end un peu festif fin septembre, donc on profitait des courts créneaux où on a pu faire des choses, où il y a eu des événements particuliers. Alors, il y a eu notamment ce qu'on a appelé des ateliers futuristes. Donc, c'était des ateliers à destination des habitants qui ont été animés par un cabinet spécialisé, hein, pour imaginer le quotidien dans les Cévennes en 2070 sur différents thèmes, alors l'alimentation, le déplacement, etc. Voilà, c'était une façon un peu ludique de se projeter, vraiment ouverte à tous. Et puis, on s'est pas interdit de travailler sur des visions un peu utopistes, des fois qui relèvent presque de la science-fiction, hein. Excusez-moi. Qui relèvent presque de la science-fiction sur voilà, imaginer un peu des scénarios sur le parc dans 50 ans. Donc, je vous ai mis hein, les liens à chaque fois. Je ne rentre pas plus dans les détails, mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez les consulter. Et puis surtout, donc en 2020, il y a eu le rendu d'une étude qu'on avait commandée au GREC Sud et au RECO. Donc, c'est les réseaux d'experts régionaux hein, de la région PACA et Occitanie qui se sont regroupés pour produire cette étude sur l'adaptation du parc au changement climatique et à ses impacts.
Donc cette étude, elle a été rendue voilà, à la fin de l'été, et puis elle a été restituée au cours de ce week-end des 50 ans, et a fait l'objet d'une table ronde au cours duquel voilà, donc on a discuté de cette thématique. Donc, je vais profiter de cette présentation pour présenter un peu le contenu du cahier climatique. Alors, je vais pas. Voilà, cette étude, on l'appelle dans notre jargon le cahier climatique. Alors, c'est une étude qui n'est pas forcément très, très détaillée, hein. Elle fait au final une quarantaine de pages. Donc, je vais en faire une présentation encore plus synthétique ici, simplement pour passer en revue les différents éléments. Euh, donc, donc, elle contient forcément un rendu sur les tendances climatiques. Donc, alors c'est des tendances assez classiques hein, sur les observations sur le climat passé, avec une augmentation des températures, une très légère diminution des précipitations, pas forcément, voilà, un peu à la limite de la significativité. Et puis, des projections, alors selon le scénario, etc. Pareil, le scénario un peu classique avec donc l'augmentation des épisodes de forte chaleur, les différents indicateurs que sont canicule, journée d'été ou nuit tropicale, et puis une diminution du nombre de jours de gel. Pas d'évolution a priori significative du cumul de précipitations, mais par contre, quelque chose d'assez particulier au territoire, c'est l'augmentation vraisemblable de la fréquence et de l'intensité des épisodes sévenols, donc ces épisodes de pluie extrême hein, qu'on constate sur le territoire au printemps et à l'automne chaque année. Voilà, donc après, l'étude présente aussi donc, les effets attendus du changement climatique sur les différents enjeux dans le territoire. Donc là aussi, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement lister un peu ce qui nous semble être les enjeux principaux. Donc d'abord, la ressource en eau. Voilà, on s'attend à une diminution forte des ressources avec donc, des impacts multiples sur l'alimentation en eau potable, sur l'agriculture, sur le tourisme. Donc voilà, l'eau s'annonce comme un enjeu quand même particulièrement important, comme je le mentionnais un peu en introduction. Sur la forêt, des conséquences sur la forêt, alors pas de surprise, hein, tout ce qui est un peu classique, j'ai envie de dire, risque d'incendie, dépérissement, modification, substitution d'essence, mais là où règne l'incertitude, c'est sur l'ampleur de ces phénomènes, en fait. Quelle sera la capacité d'adaptation de nos forêts? Ça va dépendre fortement des scénarios d'évolution du climat, ça va dépendre fortement aussi des choix de gestion qui seront faits. Euh, donc voilà, d'où un peu les points d'interrogation. On sait que ça va changer, mais à quel point on a un peu du mal aujourd'hui à le prédire. Un point sur l'agriculture, hein, donc les conséquences sur l'agriculture seront évidemment importantes aussi, y compris sur le pastoralisme d'ailleurs et l'apiculture, qui sont sans doute les deux types d'agriculture les plus présents d'ailleurs sur le territoire. Donc voilà, le stress thermique et la diminution de la ressource, notamment fourragère, laissent présager des baisses de productivité, tant du point de vue quantitatif que qualitatif. Et je ne reviens pas sur la problématique de la ressource en eau qui impactera forcément aussi l'agriculture. Et enfin, sur des impacts sur la biodiversité, alors là aussi, on s'attend à des conséquences nombreuses, mais assez difficiles à mesurer. En tout cas, pour le moment, c'est plus des conséquences théoriques que des choses qu'on a réellement constatées sur le territoire, mais on s'attend à ce qu'il y ait un risque de désynchronisation hein, entre les espèces. Alors, ça peut être entre les fleurs et leurs pollinisateurs ou entre période d'éclosion des oiseaux et celle de l'abondance des chenilles, enfin, ce genre de choses. On sait aussi que les aires de répartition risquent de changer. Alors, là encore, ça va dépendre de la capacité d'adaptation des espèces, des milieux, quelle capacité de migration, et puis quel devenir des espèces des étages subalpins ou montagnards supérieurs en fonction de l'ampleur des climats, parce que bon, le point culminant du parc, c'est 1700 mètres. Donc, au bout d'un moment, les espèces ne pourront plus monter comme sur d'autres milieux montagnards.
On s'attend aussi à des pertes potentielles d'habitat, hein, la petite image du crapaud ici, qui, voilà, si on a des pertes de milieux humides et de milieux aquatiques, des espèces vont être impactées. Et puis, on sait aussi que voilà, les espèces qui sont généralistes et flexibles vont forcément être favorisées par rapport à des espèces plus spécialistes ou à des dont l'écologie est complexe et qui comportent des interactions avec une ou plusieurs autres espèces. Euh, voilà, donc de façon très très rapide, ça c'était un peu le contenu du cahier climatique. Maintenant, la question que s'est posée le parc, c'est ensuite, qu'est-ce qu'on fait de cette étude et qu'est-ce qu'on fait de ces travaux? Il y avait vraiment la volonté de transformer l'essai. Donc, le parc avait déjà prévu de mobiliser son conseil économique, social et culturel sur la question, voilà, en le faisant réfléchir et débattre sur le changement climatique, l'atténuation, l'adaptation. Bon, ce conseil, cette réunion avait été annulée en raison du contexte sanitaire. Et puis, c'était à peu près concomitant à la parution de l'appel à manifestation d'intérêt du projet Nature Adapt. Donc, quand on en a pris connaissance, voilà, on se dit, bon, c'est là, c'est une occasion, c'est une opportunité d'y aller et de transformer et de concrétiser un peu notre volonté d'agir. Donc voilà, ça c'était la première raison, hein, pourquoi on s'est porté candidat alors, on a été retenu pour le projet Nature Adapt, même si on n'a pas de mérite puisqu'on était le seul parc national à avoir répondu au lot dédié. Mais voilà, pourquoi on y est allé? Ben, comme je le disais, c'était pour concrétiser notre ambition de poursuivre l'action sur la thématique. C'était aussi l'occasion de ne pas avancer tout seul, mais de plutôt s'inscrire dans une démarche de projet, voilà, collective avec de nombreux partenaires. L'existence du projet nous permettait de bénéficier des outils développés aussi, donc c'était une bonne raison d'y aller et puis de bénéficier des retours d'expérience des autres sites. La quatrième raison, c'était aussi de se botter les fesses, si vous me passez l'expression, et de se contraindre nous-mêmes en fait à avancer. C'est vrai que des fois, entre la volonté de faire quelque chose et le fait d'y aller, il peut y avoir un décalage. Là, au moins, on se contraint dans un calendrier et dans un cadre. Donc, au moins, on est sûr de concrétiser les choses. Et puis, enfin, bah, de façon un peu euh, auto-centrée, hein, c'était aussi l'idée de s'afficher, de se positionner en tant que territoire pilote aux avant-postes sur cette thématique. Euh, Voilà, donc on a déjà commencé à réfléchir en amont à la démarche qu'on allait mettre en œuvre, hein, avant même la diffusion du guide méthodologique, là, qui est toute récente. Pour ceux qui étaient là lundi, la réunion de lancement du projet, c'était en début de la phase test, c'était en début de semaine. Donc, on avait commencé un peu à y réfléchir. Donc, je vous livre un peu tel quel comment on a envisagé de mettre ça en place. C'est une réflexion qu'on avait déjà eue au moment de répondre à l'AMI. Mais ça ne veut pas dire que la démarche ne changera pas dans les jours et semaines à venir. Donc, en fait, la démarche va être pilotée par un binôme déjà. Je ne suis pas tout seul. Je vais travailler avec mon collègue Mathieu Descombes, qui est délégué territorial sur le massif Vallée-Sévenol. Ensuite, on a derrière nous, on a une équipe coordinatrice un peu élargie avec les trois chefs de service du parc, plus un directeur adjoint et un autre délégué territorial. Donc, voilà, on va être nombreux à être mobilisés sur la question. On souhaite aussi s'appuyer sur un comité de pilotage constitué de volontaires issus du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel du parc pour se baser voilà, sur les instances décision et de consultation qui existent déjà. Et puis enfin, l'idée, c'est vraiment de travailler en étroite concertation avec le territoire, de ne pas imposer les choses, que ce ne soit pas le plan d'adaptation du parc, hein, enfin, de l'établissement public du parc, mais que ce soit quelque chose qui soit fait avec le territoire. Alors, pour deux raisons, hein, parce qu'en fait, dès que c'est vertical, que ça vient du parc, il y a quand même un risque que ce soit rejeté.
Et l'autre raison, c'est que l'établissement public du Parc national des Cévennes, il n'est pas gestionnaire de son territoire. On n'a pas un pouvoir de décision sur tout. Donc, il faut que le plan d'adaptation qui va être élaboré dans le cadre de cette démarche soit co-construit, voilà, avec le territoire, avec ses acteurs, pour qu'ils puissent se l'approprier, car au final, enfin, voilà, c'est pas forcément nous qui allons le mettre en œuvre, mais bien les acteurs du territoire. Du coup, cette démarche de concertation, voilà, on a déjà aussi prévu un petit calendrier, alors pareil, qui va changer probablement. Mais on a commencé, pas plus tard que la semaine dernière, des premiers entretiens préliminaires avec des acteurs clés du territoire, hein, les CPIE, les PETR, pays ou structures un peu équivalentes. On envisage ensuite des ateliers territoriaux, hein, donc avec une entrée géographique. On a 5 grands massifs biogéographiques sur le parc, donc il y aura probablement 5 ateliers territoriaux. On prévoit aussi de mobiliser les commissions thématiques du parc, hein, donc agriculture, urbanisme, forêt, biodiversité, etc. Voilà, alors sachant que le défi va être de faire rentrer tout ça en un an, hein. On est conscient que produire un diagnostic de vulnérabilité et un plan d'adaptation en un an sur un territoire aussi vaste, ça va être compliqué. Donc voilà, si je vous présente ça, c'est aussi pour vous dire que le sentez peut-être que les moyens humains mobilisés que l'on prévoit de mobiliser risquent d'être largement supérieurs aux 50 jours agents qui sont prévus et financés par le projet. Euh, C'est pour ça que dans la diapo précédente, on n'a pas mis captation de financement, hein, dans les motivations pour rejoindre le projet. Euh, voilà, de toute façon, il y avait la volonté d'avancer. Donc, comme je disais, c'était plus une question d'opportunité. Et j'insiste aussi sur voilà, Commence à me parler poliment. l'évolution potentielle de cette démarche. On ne sait pas encore dans quel ordre on va faire les choses. On a un groupe de travail de l'équipe coordinatrice à venir. On aimerait organiser un premier comité de pilotage dès cet été pour voilà, essayer de commencer à planifier les choses. On a aussi des réflexions à avoir avec les autres sites test pour essayer d'avoir des approches communes. Et puis, voilà. Enfin, il reste encore beaucoup de questions car la démarche a été expérimentée sur des réserves naturelles. Et c'est vrai que nous, on va tester une application là, à l'échelle d'un parc national, donc avec un territoire beaucoup plus vaste, qui implique une diversité d'habitats naturels, une diversité d'activités humaines et d'acteurs sur le territoire qui est très forte. Et puis, comme je le disais, on n'a pas le statut de gestionnaire, on n'a pas de document de gestion, on n'a qu'une charte, on n'a qu'une sorte de feuille de route. Donc, c'est vrai que la démarche va être différente. Donc, on a encore pas mal de questions auxquelles il nous faut répondre. Merci du coup Baptiste pour cette présentation. Je vous propose que du coup je passe rapidement les 3 petites slides que j'ai sur la phase test. Et puis, n'hésitez pas en fait à mettre vos questions dans le chat. Et puis, tout de suite après, on pourra passer à la petite partie échange entre nous. Alors, écran partagé. Je vais vous partager. Alors, par contre, un instant, je vais laisser le diaporama. Voilà, ça marche bien? Oui. Donc du coup la phase test, donc juste le projet Life Nature Adapt. Donc comme je le disais en début de webinaire, c'est un projet qui vise à intégrer les enjeux du changement climatique dans la gestion des aires protégées, et il est constitué de plusieurs phases. Donc il y a une première phase de co-conception des outils et de la méthode, suivie donc par une phase d'expérimentation pour pouvoir les tester, donc avec 6 sites pilotes. Et cette phase, elle a duré de juin 2019 à décembre 2020. Et pendant cette phase, les 6 sites ont pu chacun produire donc leur diagnostic de vulnérabilité, leur plan d'adaptation. Et il y a également donc un rapport d'expérimentation qui a été rédigé
Et vous pouvez trouver tous ces documents sur une petite actualité qu'on a mis sur la plateforme, donc une actualité sur l'expérimentation. Donc, il y a le lien dans le PowerPoint, mais on vous met aussi le lien dans le chat pour pouvoir retrouver tous ces éléments. Et puis, du coup, ces 2 phases qui sont suivies donc, par la phase test dans laquelle on rentre actuellement et qui sera ensuite suivie par une phase de déploiement des outils et de la méthode. Donc ça, c'est la carte de tous les sites. Donc en bleu, vous avez les 6 sites pilotes qui ont participé à la phase d'expérimentation. Et donc en vert, les sites tests, donc avec le parc des Cévennes au sud, qui vont donc participer à cette phase de test. Et donc cette phase, donc elle va durer donc jusqu'en mai 2022, donc de juin à mai 2021 à mai 2022. Et l'un des objectifs de cette phase, c'est de tester les méthodes et les outils NatureAdapt, donc dans des conditions qui vont être différentes de celles de l'expérimentation, donc avec un petit peu moins de temps pour la mettre en œuvre, des statuts d'aires protégées donc qui participent à cette phase qui sont différents, des milieux et des contextes aussi différents, ainsi que des périmètres différents. Et ça va permettre d'améliorer et d'enrichir les outils et la méthode de NatureAdapt, donc d'évaluer la démarche, d'améliorer le guide méthodologique qui accompagne cette démarche, ainsi que la formation, le Cook qu'on est en train de déployer, donc sa première version, ainsi que la plateforme. Ça permettra également de produire des témoignages et des retours d'expérience, donc à partager pour les futurs sites qui souhaiteront mettre en place cette démarche, et également contribuer donc à l'élargissement de la communauté autour de ces questions d'adaptation au changement climatique. Et donc le but final, c'est d'avoir une version 2 stabilisée donc, pour un déploiement donc, en France et en Europe. Donc voilà, donc j'ai fait assez rapide. Est-ce que, Christine, tu souhaites compléter ou s'il y a déjà des questions? Pardon. Bonjour à tous, je réactive le micro. Il y avait une question pour savoir si cette démarche était portée par le parc des Cévennes seulement ou à l'échelle de tous les parcs. Je précise que pour l'instant, pendant la phase de test, en tout cas du projet Life NatureAdapt, pour l'instant, on n'a 15 sites qui ne sont pas que des parcs nationaux, mais bien l'objectif pour nous, c'était d'avoir divers statuts d'aires protégées dans le projet pour tester vraiment sur ces divers statuts et dans des contextes assez différents, cette méthodologie qui a été co-construite pendant la phase d'expérimentation, pendant la phase précédente. Après, côté parcs nationaux, je ne sais pas, Baptiste, c'est peut-être toi qui pourras nous dire si, sur la base de ce que vous aurez vécu pendant la phase de test, les parcs nationaux, les autres parcs nationaux vont ensuite essayer de mettre en œuvre de leur côté. Tu sais un peu ça, si c'est prévu? Alors non, je sais pas. Ça va peut-être dépendre de comment. Ils vont peut-être attendre de voir comment on s'en est sorti Ouais. pour essayer de généraliser les choses. Nous, on aimerait bien que ce soit effectivement une expérience positive qui puisse être derrière répliquée. Je pense qu'on aurait tous à y gagner. Après, non, par contre, ce que je voulais dire, c'est que voilà, déjà à l'heure actuelle, il n'y a pas de stratégie de commune. On n'a pas reçu de directive du ministère qui disait les parcs, allez-y là-dedans. Il y a une méthode, sinon on ne serait pas dans le projet. Et par contre, c'est vrai qu'il y a le parc national des Pyrénées qui, en 2013, avait produit un diagnostic de vulnérabilité. Alors, ils avaient fait ça, je pense, de leur côté aussi. Ils avaient eu des financements et ça avait été un bureau d'études extérieures, apparemment, qui avait réalisé ce diagnostic de vulnérabilité. Et je crois que cette étude fait partie de celle que vous avez consultée, d'ailleurs, dans le cadre du projet, dont vous êtes, du coup, plus ou moins en partie, je ne sais pas, inspiré pour. Oui. Enfin, en tout cas, vous en avez tenu compte pour élaborer la méthode. Mais voilà, Ouais, aujourd'hui, ouais. la démarche expérimentale, ce n'est pas un test, c'est vraiment NatureAdapt. Et c'est sûr que ce serait bien après d'avoir une stratégie à l'échelle de tous les parcs nationaux. Ce sera Oui, plus forcément des pour aires le moment. protégées en général. Ouais. Oui, tu fais bien de préciser en fait effectivement l'expérience du parc national des Pyrénées, puisque du coup ils ont effectivement réalisé un diagnostic de vulnérabilité à l'échelle donc de leur territoire. Donc on est allé voir un peu comment ils s'étaient emparés un peu de la question effectivement pour quand on a fait nous le tour des méthodos existantes déjà pour essayer
en fait, de produire la méthode NatureAdapt. Et effectivement, on a été en lien avec le Parc national des Pyrénées. Et effectivement, ils ont fait faire leur diagnostic de vulnérabilité par un bureau d'études et le tout plutôt dans une démarche d'adaptation, enfin, de type PCAET en fait, à l'échelle du territoire. Donc, il y avait vraiment une analyse des vulnérabilités, en fait, aussi des activités socio-économiques, puisque c'était aussi, ça concernait aussi ce qui se passait en zone, y compris en zone périphérique du parc national. Moi, je voulais compléter pour dire que, en tout cas, alors Laetitia l'a dit, la méthodo, là, on la teste. En fait, vous avez vu, c'est un projet qui se déroule avec différentes phases. D'abord, une expérimentation. Ensuite, on affine encore de nouveau à travers le test. On produira à l'issue de la phase de test les versions finales des différents outils qui auront été élaborés, expérimentés, testés. Et en vue du déploiement, donc, tout ceci sera accessible en fait aux aires protégées, à l'ensemble des aires protégées, y compris à l'échelle européenne, qui souhaitent s'impliquer dans une démarche d'adaptation au changement climatique. Donc, on espère qu'il y aura, voilà, si c'est pas, enfin, en tout cas, si c'est pas un mouvement à l'échelle de l'ensemble des parcs nationaux, en tout cas, ça a vocation en fait à percoler dans à être disponible et à percoler pour toutes les aires protégées. Merci Christine. Et Baptiste, est-ce que quelqu'un souhaite poser une question donc, à Baptiste ou sur leur démarche ou sur la phase test en elle-même? Personne n'a de petites questions? Moi, je vais en poser une à Baptiste. Du coup, vous avez travaillé là avec des groupes, en fait, avec plusieurs groupes d'experts pour la production du cahier changement climatique. Du coup, j'imagine que ce travail va vous servir de base dans la démarche que vous allez mettre en place avec nous là pendant la phase de test. Et je voulais savoir comment ça a été reçu déjà ce travail-là, d'une part vous, dans les équipes, et ensuite peut-être vous l'avez partagé avec les acteurs du territoire. Comment ça a été vécu, perçu? Est-ce qu'il y a eu un peu de… est-ce que vous, déjà, et est-ce que les acteurs s'attendaient à des résultats comme cela? D'une manière générale, je pense qu'on a pas mal communiqué du coup dans le cadre des 50 ans. Dans le diapo, il y avait aussi le petit magazine du parc qui distribuait 3 fois par an dans toutes les boîtes aux lettres, qui a mis un peu en avant les résultats. Alors, ça a été largement diffusé. Il y a eu la table ronde qui avait rassemblé pas mal de monde aussi. Ça a été présenté au cours des différentes instances, notamment l'ICVC, et c'est vrai qu'on a eu des retours qui sont plutôt positifs. Mais après, j'avoue qu'on reste toujours un peu sur notre fin. Alors après, moi, je ne suis pas au contact du territoire non plus tout le temps, donc je n'ai pas forcément tous les retours. Mais c'est vrai qu'on a pas mal communiqué. Après, comment ça a été perçu, c'est un peu difficile à dire parce qu'on n'a pas eu énormément de remontées là-dessus. Par contre, les quelques-unes qu'on a eues, c'était plutôt positif. Après, c'est sûr pour nous, ça constitue, comme je l'avais dit, un bon début, une bonne base. C'est vrai qu'on a du coup une partie du travail qui est déjà pré-mâchée pour le diagnostic de vulnérabilité, l'analyse des données climatiques. Enfin, on a la chance de bénéficier de ça. Donc, on espère pouvoir gagner du temps là-dessus pour le consacrer plutôt à la partie plan d'adaptation. Et c'est vrai qu'après, moi personnellement, et puis peut-être un sentiment qui peut être partagé avec quelques collègues, c'est que ça reste quelque chose d'assez généraliste. On a des enjeux qui ressortent, on a des tendances, mais voilà, il n'y a pas non plus, c'est pas très détaillé. Donc, en même temps, c'est compliqué de détailler beaucoup sur, comme je le disais, sur un territoire qui est très diversifié. Donc, je pense que voilà, on se considère vraiment ça comme une base et on va essayer d'approfondir autant que possible. Voilà. Et après, ce sera aussi l'occasion un peu je pense,
ces études et la diffusion, c'était une première couche par rapport aux questions que tu posais sur la relation avec le territoire. Au moins, ça a permis un peu d'appâter un peu, on va dire, et de commencer à instiller, à parler de ça. Et du coup, c'est bien, c'est qu'avec Nature Adapt, on va pouvoir en mettre une deuxième couche. Et là, on espère pouvoir du coup mobiliser plus largement. Merci. Du coup, il y a Iris qui a une question. Et puis ensuite, il y aura aussi une question de Catherine sur le lien avec la SAP dans le chat. Mais on commence par Iris. Oui, merci Laetitia et bonjour Baptiste et merci pour la présentation. Moi, je m'intéressais, tu as peut-être déjà partiellement répondu, mais à votre approche de concertation citoyenne. Et donc, par rapport à la communication que vous avez fait là, des résultats plutôt sur l'évolution climatique, sur ce que tu nous as présenté dans la démarche, est-ce que vous avez déjà une idée de comment vous allez mener cette concertation? Qu'est-ce que vous voulez vraiment ressortir? Est-ce que vous visez certains acteurs en particulier? Voilà, quelle forme ça va prendre? C'est la grande question qu'on se pose. On en avait parlé un peu déjà en début de semaine et je pense que là-dessus, on sera preneur des échanges qu'on peut avoir avec les autres sites tests voilà, notamment les PNR ou les sites Natura 2000 ou ceux ou les vastes sites qui ont des réseaux d'acteurs un peu compliqués aussi comme ça. C'est vraiment la question qu'on se pose. On a du mal. Au départ, on avait dit on va commencer par des commissions thématiques du parc, puis faire des ateliers territoriaux. Puis on s'est dit, puis on a inversé. Puis là, on se dit peut-être qu'en fait, il faudrait quand même encore inverser une nouvelle fois. Après, les ateliers territoriaux, est-ce qu'ils sont au départ, en fait, si on voulait être raisonnable, on ne les ferait pas. On se baserait uniquement sur les commissions thématiques du parc. Mais ça nous paraît vraiment important pour mobiliser les acteurs et puis que le territoire puisse se saisir de la démarche. Donc, on ne voit pas comment on pourrait s'en passer. Et après, quelle forme ça prendra? Là encore, grande question. Alors, est-ce qu'on les mobilise le plus en amont possible pour parler vulnérabilité, pour déjà parler vulnérabilité ou un peu plus tard pour parler mesures d'adaptation? Est-ce qu'on ouvre grand la vanne, on récolte tout ce qui est bon à prendre et puis après on filtre? Est-ce qu'on fait appel à un cabinet extérieur pour jouer un peu le rôle de médiateur? On est en train collègues sont en train de voir aussi si on peut obtenir des aides en parallèle auprès de l'OFB notamment, qui pourrait mettre à disposition un cabinet ou d'animation pour essayer d'animer ces ateliers de manière un peu ludique et puis que ce ne soit pas les ateliers du parc. Il y a toujours voilà, de s'enlever cette étiquette, ça peut toujours être intéressant. Voilà, c'est des questions qu'on se pose. La semaine prochaine, on a un conseil économique, social et culturel, justement, qui se réunit, qui est un peu notre instance de consultation avec le territoire privilégié identifié dans le cadre du projet, là. Et on prévoit l'après-midi déjà de les faire travailler en petit atelier pour voir s'ils ont des idées. Donc, on va leur poser la question, dire, à votre avis, vous qui êtes représentant du territoire, comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour mobiliser le territoire sur ce projet? Donc, voilà, on ne va pas décider nous-mêmes, mais on va essayer de réfléchir en commun. Et si tu as des idées, Iris, on sera preneur aussi. Oui, si je te pose ces questions, c'est qu'on se les pose aussi chez nous, mais oui, je pense qu'on aura pas mal d'allers-retours sur cette question et d'autres. Merci en tout cas pour ta réponse. Du coup, il y avait Catherine donc de l'ONF qui demandait dans le chat s'il y aurait un lien entre le LIFE et la stratégie des aires protégées, notamment au niveau de l'intégration de la problématique du changement climatique. Du coup, qui se sait répondre? Alors moi, ce que je peux dire, c'est que le projet LIFE est d'ores et déjà identifié et mentionné dans la SAP. Hein, donc, je pense que la vocation du projet LIFE, hein, Nature Adapt, c'est de produire les outils et les méthodes qui vont permettre à l'ensemble des aires protégées de prendre en compte le changement climatique dans leurs pratiques de gestion. Et je ne connais pas la SAP par cœur, loin de là, mais il me semble que c'est quand même de toute façon une problématique, le changement climatique, qui
concerne les aires protégées et notamment à travers la question de la complétude des aires protégées à l'échelle du territoire. Donc, pour moi, le lien, il est assez évident et il est déjà formalisé d'une certaine façon. Moi, c'est ce que je peux répondre là où j'en suis actuellement et de ce que je connais de la SAP. Je ne sais pas si dans l'assistance, il y a des personnes qui peuvent nous compléter sur ces aspects-là. Désolé, moi, je ne pourrais pas te compléter, en tout cas, parce que, non, effectivement, je ne suis pas dans les petits papiers pour savoir quels seront les liens. Non, mais ce qu'il y a d'évident, c'est que ce qu'il y a d'évident, c'est que les outils du LIFE seront disponibles et ils ont vraiment vocation à alimenter l'ensemble des aires protégées sur le territoire. Donc, pour moi, il n'y a pas de, il y aura forcément un lien. Oui, Laetitia, je te laisse regarder le. Oui, du coup, Catherine qui complétait, qui demandait si au niveau du parc des Cévennes, vous avez déjà vu des signes de dépérissement forestier. Ce qu'elle disait qu'elle y était il y a un mois et voilà. Oui, alors effectivement, on est encore très très loin de ce qui peut se passer dans le nord-est de la France. Mais c'est vrai que les forestiers, et notamment l'ONF, commencent à avoir des premiers signes et à s'inquiéter sur des dépérissements forestiers. Notamment, donc on a des premiers dépérissements d'épicéas, notamment. Alors effectivement, sur le Mont Lozère, ce n'est pas l'endroit le plus impacté. C'est un des endroits qui reste le plus frais, mais plutôt sur l'Égual. Donc au sud, où on a effectivement quelques premiers dépérissements. Alors c'est des poches, ce n'est pas encore des pans entiers, donc voilà, on en est vraiment loin, mais des premiers signes. Et puis même si ce n'est pas des dépérissements massifs, des signes de perte de vigueur, en tout cas, c'est vrai qu'on a des épicéas qui sont un peu clairsemés, disons, en feuillage un peu clairsemé, et ça inquiète. Donc, et on a aussi ponctuellement alors certaines années, en fonction des sécheresses, des phénomènes de rougissement sur de la hêtraie assez précoce qui, là aussi, posent question. Mais voilà, on en est encore loin, mais pour moi, ça fait partie des choses à suivre, en tout cas de près, pour les anticiper au mieux. Ça fera partie des questions qui seront intéressantes à aborder. Je complète un peu la question là. Du coup, c'est moi d'après ce que j'ai compris, c'est la châtaigneraie. Alors là, qui est en termes d'activité plutôt socio-économique, mais qui est quand même assez fortement impactée déjà. Alors moi, j'ai cette vision-là plutôt côté Ardèche, Ardèche-Sévenol. Mais du coup, il me semble que le châtaignier démontre déjà que ça va être un peu compliqué, quoi. Je ne sais pas si vous avez identifié ça déjà dans le parc des Cévennes, mais oui, c'est vrai il y a un petit enjeu là-dessus, quoi. C'est vrai que j'ai osé parler de dépérissement forestier sans évoquer le châtaignier. Donc, heureusement qu'il n'y a pas l'air d'avoir quelqu'un du territoire dans l'assistance, de se taper sur les doigts. Mais effectivement, oui, après le dépérissement du châtaignier, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup. La particularité étant que le châtaignier dépérit, mais depuis déjà un moment. Donc, c'est multifactoriel. Il y a certes le changement climatique qui vient en rajouter une couche, mais après, si le châtaignier dépérit, c'est aussi lié au fait qu'il est majoritairement pas en station. En fait, et qu'il dépérit naturellement. Il était entretenu en tant que verger, irrigué, donc il se portait bien. Et en fait, son dépérissement, c'est depuis la déprise agricole et depuis qu'on le laisse en libre évolution dans des stations où il serait naturellement pas trop à sa place, quoi. Donc voilà, c'est lié à ça, mais c'est sûr que le changement climatique va amplifier le phénomène et que c'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur au Cévenol parce que c'est quelque chose de vraiment patrimonial et même là où il n'est pas en station, d'accepter la disparition du châtaignier, c'est quelque chose de difficile. Donc, mais ce sera l'occasion justement, le projet, d'avoir ces discussions aussi et de communiquer sur la question. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole et poser
une autre question, que ce soit sur ce que vous envisagez au parc ou sur le projet, sur la démarche en elle-même? Je pense que du coup, bon, bah du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, je vous propose de conclure ce webinaire si personne n'a d'autres questions. Donc, bah, du coup, bah, merci Baptiste, merci Christine aussi d'avoir répondu à toutes les questions et puis bah, à vous tous bah, pour votre participation. Et puis, bah, on espère vous retrouver très vite donc, pour le prochain webinaire. Donc, je vais juste vous partager très rapidement. Ah non, je n'en ai pas besoin. Hop. Juste si vous voulez. Voilà, donc voilà, je vous propose qu'on se retrouve donc très bientôt pour le prochain webinaire, donc celui du 8 juillet. Donc ça sera autour de la communauté Nature Adapt et de la plateforme, donc avec Sandra et Véronique donc, de Tela Botanica. Et puis, n'hésitez pas donc à continuer les échanges donc, sur la plateforme, à vous inscrire à la plateforme et vous retrouverez donc, le diaporama et la vidéo de ce webinaire donc, qui seront mis en ligne donc, sur le groupe. Et merci à tous à nouveau et à très bientôt.